En mars 1922, dans une ferme isolée des Alpes savoyardes, la famille Gruber vivait paisiblement jusqu'à ce que d'étranges signes apparaissent autour de leur propriété. Andreas Gruber, patriarche méfiant, commence à remarquer des indices troublants. Des pas dans la neige menant vers leur maison, des objets déplacés, des bruits inexpliqués dans le grenier. Malgré sa paranoïa grandissante, il refuse d'alerter les autorités. Le 31 mars, toute la famille, Andreas, sa femme Cecilia, leur fille veuve Victoria, ses deux petits-enfants et la nouvelle domestique Marie, est brutalement assassinée à coups de pioche. Le meurtrier reste ensuite plusieurs jours dans la ferme, vivant parmi les cadavres. Cette histoire vraie, jamais résolue par la police, révèle comment la méfiance et l'isolement peuvent mener à une tragédie inimaginable dans les montagnes silencieuses de Savoie. Dans les hauteurs brumeuses de la Savoie, où les sommets alpins perçant les nuages comme des lames ancestrales, se dressait la ferme Gruber. Mars 1922 touchait à sa fin, et l'hiver tardait à libérer son emprise glacée sur ces terres isolées. La propriété, nichée dans une clairière entourée de sapins centenaires, abritait une famille qui avait choisi la solitude des montagnes plutôt que l'agitation des vallées. Andreas Gruber, homme de 63 ans aux mains calleuses par des décennies de labeur, contemplait ce matin-là les étendues neigeuses depuis sa fenêtre. Ses yeux gris, creusés par les années et la méfiance, scrutaient chaque ombre, chaque mouvement suspect dans la forêt environnante. Depuis quelques semaines, un malaise grandissant s'installait dans son esprit habituellement pragmatique. « Cecilia !» appela-t-il d'une voix rauque, qui résonna dans la cuisine aux poutres noircies par la suie. Sa femme, âgée de 62 ans, apparut en essuyant ses mains sur son tablier de toile grossière. Ses cheveux grisonnants, toujours soigneusement tressés, encadraient un visage marqué par une vie de dur labeur, mais illuminé par une bonté naturelle que les années n'avaient pu ternir. « Qu'y a-t-il encore, Andreas? Tu sembles agité depuis l'aube. » Andreas désigna la fenêtre d'un geste brusque. « Regarde ces traces dans la neige, près de l'étable. Elles ne datent pas d'hier, et pourtant, hier soir, il n'y avait rien. » Cecilia s'approcha, plissant les yeux pour mieux distinguer les marques dans la neige fraîche. Effectivement, des empreintes de pas serpentaient depuis la lisière de la forêt jusqu'aux abords de leur propriété, puis semblaient disparaître mystérieusement. Peut-être un braconnier égaré ou un voyageur en quête d'un abri pour la nuit, suggéra-t-elle avec cette logique apaisante qui caractérisait son tempérament. Un voyageur qui ne frappe pas à la porte? Un braconnier qui s'approche si près de notre maison sans raison? Andreas secoua la tête, ses soupçons grandissant. Non, Cecilia, quelque chose ne va pas. Dans la pièce adjacente, leur fille Victoria berçait doucement son fils de 2 ans, le petit Joseph, tandis que sa fille aînée, Cecilia, nommée d'après sa grand-mère, âgée de 7 ans, jouait silencieusement avec une poupée de chiffon près de l'âtre. Victoria, veuve depuis la guerre, avait trouvé refuge dans la ferme familiale avec ses enfants. À 35 ans, elle conservait une beauté mélancolique, ses cheveux bruns encadrant un visage aux traits fins mais marqué par la tristesse de ses pertes. « Maman !» chuchota la petite Cecilia en tirant sur la jupe de sa mère. « Cette nuit, j'ai entendu des bruits dans le grenier, comme si quelqu'un marchait au-dessus de ma chambre. » Victoria caressa les cheveux de sa fille. « Les vieilles maisons font souvent du bruit, ma chérie. Le vent, le froid qui fait craquer le bois. » Mais intérieurement, elle se rappelait avoir elle aussi perçu ces sons étranges. Des pas feutrés, des grincements qui ne correspondaient pas au bruit habituel de la charpente. Elle avait préféré les attribuer à son imagination, troublée par l'isolement et la monotonie des longues soirées d'hiver. Marie Baumgartner, la nouvelle domestique arrivée 6 jours plus tôt, préparait le petit déjeuner dans la cuisine. Cette jeune femme de 44 ans, originaire de Munich, avait répondu à l'annonce d'Andreas dans le journal local. Veuve elle aussi, elle cherchait un emploi stable, loin des souvenirs douloureux de sa ville natale. « Monsieur Gruber, » dit-elle en posant le bol de lait chaud sur la table, « hier soir, en rangeant la vaisselle, j'ai remarqué que certains ustensiles n'étaient plus à leur place habituelle, et ce matin, il manque un pain dans la réserve. »
Andreas se figea. « Tu es certaine de ce que tu avances, Marie ?»« Absolument, monsieur. J'ai l'habitude de compter les provisions. Et puis, elle hésita un instant. En montant me coucher, j'ai cru voir de la lumière filtrer sous la porte du grenier. Une lueur faible, comme celle d'une bougie. Le silence s'installa dans la cuisine. Dehors, le vent sifflait entre les branches des sapins, créant une symphonie lugubre qui semblait amplifier l'inquiétude naissante. Andreas sentit ses poings se serrer. Toutes ces coïncidences ne pouvaient pas être le fruit du hasard. « À partir d'aujourd'hui, » déclara-t-il d'une voix ferme, « nous fermerons toutes les portes à double tour le soir, et je vais inspecter le grenier de fond en comble. » L'après-midi même, armé d'une lanterne et d'un bâton solide, Andreas gravit l'escalier grinçant menant au grenier. L'espace sous les combles, utilisé pour stocker le foin et les outils agricoles, baignait dans une pénombre poussiéreuse. L'odeur du bois vieilli et des herbes séchées imprégnait l'atmosphère. Alors qu'il avançait prudemment entre les ballots de foin, Andreas remarqua des détails troublants. Dans un coin, le foin semblait tassé, formant une dépression de la taille d'un corps humain. Près de cette zone, des miettes de pain jonchaient le sol, et une cruche d'eau à demi vide était dissimulée derrière une poutre. Son cœur s'emballa. Quelqu'un vivait dans leur grenier. Instinctivement, il leva les yeux vers le plafond et découvrit plusieurs tuiles légèrement déplacées, créant des interstices par lesquels un regard indiscret pouvait observer les pièces du dessous. Un frisson glacé parcourut son échine en réalisant que leur intimité familiale avait été violée depuis des jours, peut-être des semaines. Redescendant précipitamment, Andreas rassembla sa famille dans la cuisine. Son visage livide trahissait la gravité de sa découverte. « Nous ne sommes pas seuls dans cette maison », annonça-t-il d'une voix tremblante de colère et d'effroi. « Quelqu'un s'est installé dans notre grenier et nous épie depuis un temps indéterminé. » Cécilia porta ses mains à sa bouche, étouffant un cri d'horreur. Victoria serra ses enfants contre elle, tandis que Marie demeurait pétrifiée, ses yeux écarquillés d'épouvante. « Nous devons alerter la gendarmerie de Schrobenhausen immédiatement, » déclara Victoria d'une voix pressante. Mais Andreas secoua la tête avec obstination. « Non, je ne veux pas que toute la région connaisse nos affaires. Ces gendarmes bavardent comme des commères au marché. Si la nouvelle se répand, nous serons la risée de toute la Savoie. »« Andreas, sois raisonnable, » plaida Cécilia. « Nous parlons de notre sécurité, de celle des enfants. »« J'ai vécu 63 ans sans l'aide de personne, » rétorqua-t-il avec cette fierté têtue qui le caractérisait. « Je ne vais pas commencer maintenant. Nous nous débrouillerons seuls. » Cette nuit-là, malgré les verrous supplémentaires et la vigilance renforcée, les bruits dans le grenier reprirent. Des pas feutrés, des grincements, et parfois un son plus troublant encore, comme un rire étouffé, à peine audible, qui glaçait le sang de ceux qui l'entendaient. Andreas monta la garde, assis dans la cuisine, son fusil de chasse posé sur ses genoux. Mais l'intrus semblait connaître tous leurs mouvements, toutes leurs habitudes. Il demeurait invisible, fantomatique, se nourrissant de leur peur grandissante. Au petit matin, une nouvelle découverte les attendait. Dans la cour, un numéro du journal « Le Dauphiné libéré de Grenoble » gisait près du puits. Personne dans la famille ne s'abonnait à cette publication et aucun colporteur ne se risquait dans ces hauteurs isolées. Andreas ramassa le journal, ses mains tremblant légèrement. La date indiquait qu'il était récent, vieux de seulement quelques jours. En première page, un fait divers relatait l'évasion d'un détenu de la prison de Chambéry, un homme condamné pour violence et cambriolage. Un pressentiment terrible s'empara d'Andreas. Et si cet évadé avait trouvé refuge dans leur grenier? Et si, au lieu d'un simple vagabond, ils hébergeaient, malgré eux, un criminel dangereux? D'où me suivez-vous? Laissez un commentaire. Le lendemain matin, un voile de brouillard épais enveloppait la ferme Gruber, créant une atmosphère de mystère oppressant. Andreas avait à peine fermé l'œil, rongé par l'angoisse et les questions sans réponse. Qui était cet intrus? Que voulait-il? Et surtout, pourquoi avoir choisi leur famille? Cécilia préparait le petit déjeuner dans un silence inhabituel. Ses gestes,
d'ordinaire précis et assuré, trahissait une nervosité grandissante. Elle sursautait au moindre bruit, scrutait sans cesse les fenêtres, guettant une silhouette suspecte dans la brume matinale. « Marie !» appela-t-elle doucement. « As-tu vérifié les provisions ce matin ?» La domestique, dont le teint avait pris une pâleur maladive depuis les récents événements, acquiesça d'un hochement de tête nerveux. « Oui, Madame Gruber. Cette fois, c'est une bouteille de vin qui a disparu, ainsi qu'un morceau de fromage, et... » Elle hésita, comme si les mots peinaient à franchir ses lèvres. « Et quoi, Marie ? Parle sans crainte. J'ai trouvé ceci sur la table de la cuisine ce matin. » Elle tendit une feuille de papier froissé, sur laquelle étaient griffonnés quelques mots en allemand. « Ich beobachte euch. Ihr könnt euch nicht verstecken. Je vous observe, vous ne pouvez pas vous cacher. » Un silence de plomb s'abattit sur la pièce. Victoria, qui donnait à manger au petit Joseph, suspendit son geste, la cuillère tremblant dans sa main. La petite Cécilia, sentant la tension des adultes, se blottit instinctivement contre sa mère. Andreas s'empara du message, ses yeux parcourant les mots inquiétants. L'écriture était maladroite, presque enfantine, mais le message était clair et menaçant. Leur tourmenteur invisible avait franchi un nouveau degré dans son jeu macabre. « Il faut partir », chuchota Victoria, sa voix brisée par l'émotion. « Prendre les enfants et quitter cette maison avant qu'il ne soit trop tard. »« Partir pour aller où ?» répliqua Andreas, sa fierté blessée par l'idée de céder à la peur. « Cette ferme est notre foyer depuis 30 ans. Nous ne nous laisserons pas chasser par un lâche qui se cache dans l'ombre. »« Andreas, pour l'amour du ciel, pense aux enfants !» supplia Cécilia, désignant ses petits-enfants qui, malgré leur jeune âge, percevaient l'angoisse ambiante. Mais l'obstination du patriarche était inébranlable. Il avait construit cette exploitation de ses propres mains, défriché ses terres, élevé sa famille dans ses murs. L'idée de fuir devant un mystérieux intrus heurtait profondément son orgueil montagnard. « Nous resterons », déclara-t-il d'un ton sans appel, « mais nous renforcerons notre vigilance. À partir de maintenant, personne ne sort seul, et nous montons la garde à tour de rôle. » L'après-midi apporta de nouveaux indices troublants. En inspectant les tables, Andreas découvrit que quelqu'un avait trait leurs vaches pendant la nuit. Le lait frais dans les seaux témoignait d'une intrusion récente. Plus inquiétant encore, l'une des pioches agricoles avait été déplacée et nettoyée alors qu'elle était sale la veille. « Il utilise nos propres outils », murmura Andreas, une sueur froide perlant sur son front. « Il se sent chez lui ici. » Pendant ce temps, dans la cuisine, Marie tentait de réconforter les enfants par des histoires traditionnelles bavaroises. Mais même sa voix douce ne parvenait pas à masquer l'anxiété qui rongeait les adultes. La petite Cécilia, particulièrement sensible à l'atmosphère tendue, refusait de s'éloigner de sa mère. « Maman, » chuchota-t-elle, « l'homme dans le grenier, est-ce qu'il va nous faire du mal ?» Victoria sentit son cœur se serrer. Comment expliquer à une enfant de 7 ans que leur propre foyer était devenu un piège? Comment lui avouer que les adultes eux-mêmes ne comprenaient pas ce qui leur arrivait? « Nous veillons sur toi, ma chérie, » murmura-t-elle en caressant les cheveux blonds de sa fille. « Grand-père et moi, nous ne laisserons personne te faire du mal. » Mais au fond d'elle-même, Victoria sentait grandir une peur viscérale. Les événements prenaient une tournure de plus en plus menaçante, et l'entêtement de son père les menait vers une catastrophe qu'elle pressentait sans pouvoir l'éviter. La nuit tombée, Andreas organisa un système de surveillance rudimentaire. Armé de son fusil, il s'installa dans la cuisine, d'où il pouvait surveiller à la fois l'escalier menant au grenier et la porte d'entrée. Victoria et Cécilia s'étaient barricadées dans leur chambre avec les enfants, tandis que Marie occupait la petite pièce attenante à la cuisine. Vers minuit, les bruits commencèrent. Plus audacieux que les nuits précédentes, l'intrus semblait se déplacer librement dans les combles. Andreas entendait distinctement ses pas au-dessus de sa tête, suivant un parcours qui semblait correspondre à une inspection minutieuse de chaque recoin du grenier. Soudain, un bruit différent attira son attention. Un léger grincement provenait de la porte donnant sur l'extérieur. Quelqu'un tentait-il de pénétrer dans la maison par un autre accès?
Andreas se leva silencieusement, son arme à la main, et s'approcha de la fenêtre. Dehors, dans la clarté laiteuse de la lune, il distingua une silhouette longiligne qui se déplaçait près de l'étable. L'homme, car c'était manifestement un homme, semblait familier avec les lieux. Il ouvrit la porte de l'étable comme s'il en possédait la clé, disparaissant dans l'obscurité du bâtiment. Andreas sentit la colère monter en lui. Cet intrus agissait avec un culot inouï, se servant de leur propriété comme si elle lui appartenait. Il hésita un instant à sortir pour l'affronter directement, mais la prudence l'emporta. Dans l'obscurité, l'avantage serait du côté de celui qui connaissait le terrain. 1 heure plus tard, la silhouette ressortit de l'étable, portant quelque chose dans ses bras. Andreas plissa les yeux pour mieux distinguer l'objet, et son sang se figea dans ses veines. L'homme tenait une de leurs poules, vraisemblablement morte, qu'il emporta vers la forêt. « Il vit de nos ressources », murmura Andreas entre ses dents serrées. « Il nous vole notre nourriture, il dort dans notre grenier, et maintenant il égorge nos bêtes. » Le reste de la nuit s'écoula dans une tension extrême. Andreas ne quitta pas son poste, scrutant chaque ombre, guettant le moindre mouvement suspect. Mais l'intrus semblait avoir regagné sa cachette pour le reste de la nuit. Au petit matin, une découverte macabre attendait la famille. Dans la cour, près du puits, étaient disposés les restes de la poule volée la nuit précédente. Mais ce qui glaça d'horreur les membres de la famille Gruber, ce n'était pas tant la mort de l'animal que la façon dont il avait été préparé. La poule avait été plumée, vidée et découpée avec une précision chirurgicale. Les morceaux étaient arrangés selon un motif géométrique étrange, presque rituel. Au centre de cette composition morbide, un nouveau message était épinglé sur un morceau de bois. « Bientôt, ce sera votre tour. Si cette histoire macabre vous a donné des frissons, partagez-la avec un ami qui aime les contes d'horreur. » Le message trouvé au matin du 30 mars provoqua un bouleversement radical dans l'attitude de la famille Gruber. Même Andreas, malgré son entêtement légendaire, ne pouvait plus ignorer la gravité de la menace qui pesait sur eux. « Cette fois, nous devons agir », déclara-t-il d'une voix blanche, tenant encore le papier menaçant entre ses doigts tremblants. « Mais avant d'alerter les autorités, je veux savoir à qui nous avons affaire. » Victoria, qui avait passé la nuit à veiller sur ses enfants terrifiés, se dressa face à son père avec une détermination qu'il ne lui avait jamais vue. « Papa, tu as perdu la raison. Cet homme menace de nous tuer, et tu veux encore jouer au détective? Nos vies valent-elles moins que ton orgueil ?» Andreas évita le regard accusateur de sa fille. Au fond de lui, il savait qu'elle avait raison, mais quelque chose d'irrationnel le poussait à vouloir résoudre ce mystère par ses propres moyens. Peut-être était-ce l'instinct du chasseur qui ne supporte pas d'être devenu la proie. « Donnez-moi une journée !» supplia-t-il. « Une seule journée pour découvrir qui se cache dans notre grenier. Si je n'y parviens pas, nous partirons dès demain matin chez ton oncle Hans à Ingolstadt. » Cécilia, épuisée par des nuits d'insomnie et d'angoisse, acquiesça faiblement. Marie, quant à elle, semblait pétrifiée par la peur, incapable de prononcer le moindre mot. Cette journée du 30 mars fut consacrée à une surveillance intensive. Andreas élabora un plan minutieux. Pendant que les femmes et les enfants resteraient barricadés dans la cuisine, il surveillerait les accès au grenier et tenterait de surprendre l'intrus lors de ses déplacements nocturnes. L'après-midi, alors qu'il inspectait une nouvelle fois les abords de la propriété, Andreas fit une découverte qui allait bouleverser sa compréhension des événements. Dissimulé sous un tas de bûches près de l'étable, il trouva un sac de toile grossière contenant des effets personnels, des vêtements sales, quelques pièces de monnaie, et surtout un carnet aux pages jaunies. En parcourant ce journal intime, Andreas sentit un frisson d'horreur parcourir son échine. L'auteur de ces lignes décrivait avec un luxe de détails morbides ses observations sur la famille Gruber. Chaque habitude, chaque routine, chaque faiblesse était consignée avec une minutie obsessionnelle. Mais le plus terrifiant restait à découvrir. Au fil des pages, Andreas réalisa que cet homme ne les épiait pas depuis quelques semaines, mais depuis des mois.
Depuis l'automne précédent, il étudiait leurs moindres gestes, apprenait leurs horaires, identifiait leurs points vulnérables. Une page particulière attira son attention. L'écriture, d'ordinaire appliquée, devenait ici fiévreuse, presque illisible. Victoria sortait de l'étable ce matin, ses cheveux brillaient au soleil comme de l'or filé. Elle ne sait pas que je la regarde, que je la protège. Bientôt, je me débarrasserai des autres. Nous serons enfin seuls, elle et moi. Elle comprendra que je suis le seul à l'aimer véritablement. Andreas sentit ses jambes se dérober sous lui. L'intrus n'était pas un cambrioleur ou un vagabond en quête d'abri. C'était un obsédé sexuel, un malade mental qui s'était entiché de sa fille et projetait d'éliminer le reste de la famille pour l'avoir à lui seul. Une autre page révélait des détails encore plus inquiétants. Le vieux Gruber se méfie. Il faut que j'accélère mes plans. J'ai déjà choisi l'outil. La pioche dans l'étable fera l'affaire. Andreas en premier, puis la vieille Cécilia. Les enfants ensuite, pour qu'ils ne souffrent pas trop longtemps. Et Marie, la témoin gênante. Victoria sera la dernière. Je veux qu'elle voie ce que je suis capable de faire par amour pour elle. Les mains d'Andreas tremblaient si violemment qu'il pouvait à peine tenir le carnet. Ce fou furieux planifiait un massacre, et ils étaient tous en danger immédiat. Mais qui était cet homme? Le journal ne révélait pas son identité, se contentant d'initiales cryptiques et d'allusions obscures. Cependant, certains indices permettaient de cerner le profil de leur tourmenteur. Il connaissait la région, maîtrisait l'allemand et le français et possédait des connaissances en agriculture qui lui permettaient de se mouvoir aisément dans l'exploitation. Il s'agissait vraisemblablement d'un homme du pays, quelqu'un qui les connaissait depuis longtemps. Andreas ferma les yeux, fouillant sa mémoire à la recherche d'un suspect potentiel. Soudain, un nom lui vint à l'esprit. Lorenz Schlittenbauer, leur voisin le plus proche. Cet homme d'une quarantaine d'années, célibataire endurci, avait toujours manifesté un intérêt particulier pour Victoria. Depuis qu'elle était veuve, il trouvait régulièrement des prétextes pour venir à la ferme, proposant son aide pour les travaux les plus lourds. Andreas se rappelait maintenant certains regards insistants que Lorenz posait sur sa fille. Certaines remarques déplacées qu'il avait préféré ignorer sur le moment. Et surtout, cet homme connaissait parfaitement la disposition de leur propriété pour y avoir travaillé à plusieurs reprises. Mais une autre possibilité lui traversa l'esprit. Karl Weber, un cousin éloigné qui avait été éconduit par Victoria des années auparavant, avant son mariage. Il avait mal accepté ce rejet et avait quitté la région dans la colère. Et s'il était revenu pour assouvir une vengeance longtemps mijotée? Le temps pressait. Andreas devait agir vite, mais il se trouvait face à un dilemme cornélien. Devait-il révéler sa découverte à sa famille, au risque de les plonger dans une panique totale, ou garder le secret et tenter de démasquer lui-même le coupable? Sa décision fut prise quand il découvrit la dernière page du journal. Datée de la veille, elle contenait un plan détaillé de l'attaque prévue pour la nuit suivante, celle du 31 mars au 1er avril. Demain, c'est la fin. Je commencerai par attirer Andreas dehors avec un bruit dans l'étable. Un coup de pioche bien placé, et il ne pourra plus protéger sa famille. Ensuite, j'entrerai dans la maison. Les autres ne m'opposeront aucune résistance. Andreas courut vers la maison, le carnet serré contre sa poitrine. Il devait prévenir sa famille et organiser leur fuite immédiate. Mais en approchant de la ferme, il réalisa avec horreur que quelque chose avait changé. La porte d'entrée, qu'il avait laissée fermée à clé, était entr'ouverte. Un silence anormal régnait dans la maison. Aucun bruit de conversation, aucun pleur d'enfant, aucun bruit de préparation du repas du soir. Andreas sentit son cœur s'emballer. Et si l'intrus avait devancé ses plans? Il poussa doucement la porte et pénétra dans la cuisine. Ce qu'il découvrit le figea d'horreur. Sur la table, un nouveau message l'attendait, rédigé de la même écriture maladroite. « Je les ai. Si tu veux les revoir vivants, viens seul dans l'étable. Tu as 5 minutes. » Andreas comprit qu'il était tombé dans un piège. Pendant qu'il fouillait les affaires de l'intrus, celui-ci avait enlevé sa famille. Le prédateur était devenu chasseur, et Andreas n'avait plus d'autre choix que de se rendre à l'ultimatum pour tenter de sauver les siens.
Il prit son fusil, vérifia qu'il était chargé et se dirigea vers l'étable. Dans sa tête, une seule pensée tournait en boucle, pourvu que je ne sois pas trop tard. Mais au fond de son cœur, une angoisse terrible lui soufflait que le cauchemar ne faisait que commencer, et que cette nuit du 31 mars resterait à jamais gravée dans l'histoire tragique de la Savoie. La lumière déclinante du 31 mars 1922 baignait les Alpes savoyardes d'une teinte cuivrée inquiétante. Andreas Gruber, le fusil à la main, s'approchait de l'étable d'un pas qui se voulait assuré mais trahissait sa terreur intérieure. Chaque seconde qui s'écoulait amplifiait son angoisse pour le sort de sa famille. La porte de l'étable grinça lugubrement lorsqu'il l'ouvrit. L'obscurité régnait à l'intérieur, troublée seulement par la faible clarté de la lune qui filtrait entre les planches disjointes. Une odeur étrange flottait dans l'air, mélange de foin moisi, de sueur humaine et de quelque chose de plus sinistre qu'Andreas n'osait identifier. « Me voici !» appela-t-il d'une voix qu'il espérait ferme. « Où sont-ils » Un rire guttural résonna depuis les profondeurs de l'étable, puis une silhouette émergea lentement de l'ombre. L'homme qui se dressait devant Andreas était méconnaissable, cheveux hirsutes, barbe de plusieurs semaines, vêtements crasseux et déchirés. Mais ce qui glaça le sang d'Andreas, ce fut de reconnaître le visage de Lorenz Schlittenbauer, leur voisin qu'il avait côtoyé pendant des années. « Surpris de me voir, Andreas ?» ricana Lorenz, brandissant la pioche agricole qu'Andreas avait remarqué déplacée plus tôt. « Tu croyais peut-être que j'étais un étranger, un vagabond de passage ?»« Lorenz, pourquoi? Où est ma famille ?» balbutia Andreas, son fusil pointé vers l'homme qu'il avait autrefois considéré comme un ami. « Ta famille !» Lorenz fit un geste vers le fond de l'étable où Andreas distingua avec horreur des silhouettes ligotées dans la paille. « Ils sont là, bien sages, pour l'instant. » Cécilia, Victoria, les deux enfants et Marie gisaient entravés, bâillonnés, leurs yeux écarquillés de terreur brillant dans l'obscurité. Andreas sentit ses jambes flageoler en constatant qu'ils étaient encore vivants, mais pour combien de temps? « Tu veux savoir pourquoi ?» continua Lorenz, ses yeux luisants d'une folie meurtrière. « Parce que Victoria m'appartient. Depuis qu'elle est veuve, elle me revient de droit. » Mais non, M. Gruber le fier préfère la garder pour lui, comme une propriété précieuse. « Tu es fou !» murmura Andreas, comprenant enfin l'étendue de la démence de son voisin. « Victoria ne t'a jamais rien promis. »« Détrompe-toi !» hurla Lorenz, levant sa pioche d'un geste menaçant. « Chaque sourire qu'elle me donnait quand je venais travailler ici, chaque regard, chaque mot gentil, tout cela, c'était des promesses. Mais toi et ta famille, vous l'empêchiez de venir vers moi. » Andreas réalisa l'horrible vérité. Lorenz avait interprété la simple politesse de Victoria comme des avances amoureuses. Dans son esprit dérangé, il s'était construit une romance imaginaire avec une femme qui ne le voyait que comme un voisin serviable. « Écoute-moi, Lorenz, » tenta Andreas d'une voix conciliante. « Relâche ma famille et nous partirons. Victoria et toi, vous pourrez... »« Il est trop tard !» coupa Lorenz avec un rire dément. « J'ai tout prévu. Cette nuit, je vous élimine tous, sauf Victoria. Nous vivrons ensemble dans cette ferme, comme nous aurions toujours dû le faire. » Andreas comprit qu'aucune négociation n'était possible. Lorenz avait franchi le point de non-retour de la folie. Il leva son fusil, mais l'autre fut plus rapide. La pioche fendit l'air et s'abattit sur le crâne d'Andreas avec un bruit mat épouvantable. Le patriarche s'effondra dans un geyser de sang, son arme s'échappant de ses mains inertes. Victoria, malgré son bâillon, poussa un cri étouffé de désespoir en voyant son père mourir sous ses yeux. « Un de moins !» ricana Lorenz en essuyant la pioche sanglante sur ses vêtements. « Maintenant, au tour des autres. » Il se dirigea vers Cécilia, qui tentait désespérément de se libérer de ses liens. D'un geste brutal, il la traîna au centre de l'étable et leva à nouveau son arme improvisée. « Toi, la vieille, tu as toujours été un obstacle entre Victoria et moi, » gronda-t-il. « Tu lui montais la tête contre moi, pas vrai ?» Cécilia secouait frénétiquement la tête, ses yeux suppliant une pitié qui n'existait plus dans le cœur de son bourreau. La pioche s'abattit une deuxième fois, pulvérisant le crâne de la malheureuse grand-mère. Puis, ce fut le tour des enfants.
Lorenz, dans sa démence, semblait prendre un plaisir sadique à faire durer le supplice, traînant d'abord la petite Cécilia devant sa mère terrifiée. « Tu vois, Victoria, c'est ça qui arrive quand on me repousse. Ces enfants meurent à cause de ton orgueil. » L'innocente fillette, comprenant ce qui l'attendait, tentait de se débattre malgré ses liens. Ses petits cris étouffés par le bâillon déchiraient le cœur de Victoria, impuissante à sauver sa propre fille. La pioche s'abattit une troisième fois, puis une quatrième sur le petit Joseph, qui n'avait même pas eu le temps de comprendre l'horreur de la situation. Marie, la domestique, fut la suivante. Lorenz la traîna vers l'entrée de l'étable, où la clarté lunaire révélait pleinement l'horreur de ce massacre familial. « Toi, l'étrangère, tu n'avais rien à faire ici !» cracha-t-il, avant de lui fracasser le crâne contre le montant en bois de la porte. Victoria, seule survivante parmi les corps ensanglantés de sa famille, regardait Lorenz avec un mélange d'horreur et de dégoût qui transcendait la peur. Dans ses yeux, il n'y avait plus de terreur, mais une haine absolue pour ce monstre qui venait d'anéantir tout son monde. « Et maintenant, ma chérie, » susurra Lorenz en s'approchant d'elle, « nous sommes enfin seuls. Plus personne ne nous séparera. » Il détacha ses liens et ôta son bâillon, s'attendant sans doute à des remerciements ou à des déclarations d'amour. Mais Victoria, libre de ses mouvements, lui cracha au visage avec tout le mépris dont elle était capable. « Tu es un monstre !» hurla-t-elle. « Je préférerais mourir plutôt que de passer une seconde de plus avec toi. » Le visage de Lorenz se décomposa. Dans sa folie, il avait sincèrement cru qu'une fois les obstacles éliminés, Victoria lui tomberait dans les bras par reconnaissance. La réalité de son rejet total le frappa comme un coup de massue. « Non, non, ce n'était pas prévu comme ça, » bredouilla-t-il. « Tu dois m'aimer. J'ai tout fait pour toi. Tu as tué ma famille, mes enfants. Comment pourrais-je t'aimer après ça ?» La rage remplaça la confusion dans les yeux de Lorenz. Si Victoria ne pouvait pas l'aimer, alors elle ne méritait pas de vivre. Dans un accès de fureur, il leva une dernière fois sa pioche meurtrière. Le dernier cri de Victoria résonna dans l'étable silencieuse, puis plus rien. Seul le souffle haletant de Lorenz troublait le silence mortuaire qui s'était abattu sur la ferme Gruber. Mais l'histoire ne s'arrêtait pas là, car Lorenz Schlittenbauer, dans sa démence, n'arrivait pas à accepter ce qu'il venait de faire. Pendant 4 jours entiers, il continua à vivre dans la ferme comme si de rien n'était. Soutenez notre chaîne en cliquant sur le bouton « Merci » en forme de cœur, afin que nous puissions continuer à vous proposer des histoires aussi sombres et captivantes que celle-ci. Il allumait chaque soir la cheminée, se préparait des repas avec les provisions de la famille, trayait les vaches et nourrissait les animaux. Parfois, il parlait aux cadavres comme s'ils étaient encore vivants, leur expliquant ses projets d'avenir, ses rêves brisés. « Tu verras, Victoria », murmurait-il à la dépouille de celle qui l'avait obsédé. « Quand le printemps arrivera, nous planterons de nouveaux légumes, notre vie sera belle ensemble. » Cette cohabitation macabre avec la mort révélait l'étendue de sa folie. Lorenz avait créé dans sa tête une réalité alternative où son massacre était devenu un acte d'amour, où ses victimes continuaient à faire partie de sa nouvelle existence. Ce ne fut que le 4 avril, quand des voisins inquiets vinrent aux nouvelles, que l'horrible vérité fut découverte. Mais à ce moment-là, Lorenz Schlittenbauer avait disparu, s'enfonçant dans les montagnes, comme un fantôme retournant aux ténèbres d'où il était sorti. Le 4 avril 1922, alors qu'un pâle soleil printanier tentait de percer la brume matinale des Alpes savoyardes, Gabriel Morand, le berger du village voisin de Saint-Jean-de-Maurienne, grimpa péniblement le sentier menant à la ferme Gruber. Depuis 4 jours, aucune fumée ne s'élevait plus de la cheminée, et les vaches, qu'on entendait d'ordinaire meugler dès l'aube, gardaient un silence inquiétant. Gabriel était un homme simple, habitué aux rudesses de la montagne, mais quelque chose dans l'atmosphère de ce matin-là lui nouait l'estomac. L'air semblait figé autour de la propriété, comme si la nature elle-même retenait son souffle. « Ohé, Andreas !» appela-t-il en s'approchant de la maison. « Tout va bien chez vous ?» Seul l'écho de sa propre voix lui répondit, renvoyé par les parois rocheuses environnantes. Les volets de la ferme étaient clos,
et une odeur étrange, douceâtre et écœurante, commençait à se répandre dans l'air matinal. Gabriel cogna à la porte d'entrée, d'abord doucement, puis avec une insistance croissante. N'obtenant toujours aucune réponse, il fit le tour de la propriété, scrutant chaque fenêtre, cherchant un signe de vie. C'est en passant près de l'étable qu'il remarqua des traces sombres sur le seuil, des taches brunâtres qui avaient séché sur le bois. Son expérience de berger lui avait appris à reconnaître les traces de sang, et son cœur s'emballa en réalisant ce qu'il découvrait. Poussant prudemment la porte de l'étable, Gabriel fut assailli par une puanteur insoutenable. Dans la pénombre, il distingua d'abord des formes inertes dans la paille, puis, ses yeux s'habituant à l'obscurité, l'ampleur de l'horreur lui apparut. Les corps de la famille Gruber gisaient dans des positions grotesques, leurs visages tuméfiés méconnaissables après 4 jours de décomposition. Gabriel, malgré son estomac robuste, ne put retenir un haut-le-cœur et ressortit précipitamment pour vomir dans la cour. Reprenant ses esprits, il dévala le sentier vers le village le plus proche, criant à qui voulait l'entendre qu'un massacre avait eu lieu à la ferme Gruber. En moins d'1 heure, la nouvelle se répandait comme une traînée de poudre dans toute la vallée. L'inspecteur principal, Georges Delacroix de la Sûreté de Chambéry, arriva sur les lieux en fin d'après-midi, accompagné de 2 gendarmes et du médecin légiste régional, le docteur Henri Bourgeois. Ce qu'ils découvrirent dépassait en horreur tout ce qu'ils avaient pu voir dans leur carrière. « Nom de Dieu !» murmura Delacroix en pénétrant dans l'étable. « Qui peut commettre une telle boucherie ?» Le docteur Bourgeois, homme habituellement impassible, dut s'interrompre plusieurs fois dans son examen préliminaire des corps. Les crânes fracassés, les membres brisés, l'acharnement visible sur chaque victime témoignaient d'une violence inouïe. « D'après les blessures, déclara-t-il d'une voix blanche, l'arme du crime est probablement cette pioche que nous avons trouvée lavée près de l'abreuvoir. L'assassin a frappé chaque victime plusieurs fois, s'acharnant bien au-delà de ce qui était nécessaire pour donner la mort. Et l'état de décomposition, s'enquit Delacroix. Les décès remontent au minimum à 4 jours. Mais ce qui est troublant, c'est que quelqu'un a continué à vivre ici après le massacre. Voyez ces traces de repas dans la cuisine, cette cheminée qui a été utilisée récemment, ces seaux de lait trait. L'enquête révéla rapidement l'existence du mystérieux intrus qui hantait la ferme depuis des semaines. Les témoignages des rares voisins confirmèrent les inquiétudes d'Andreas Gruber concernant des bruits nocturnes et des objets déplacés. « Andreas était venu me voir il y a 1 semaine », témoigna Hans Kaufmann, le fermier le plus proche. Il parlait d'un rôdeur, de traces dans la neige, mais vous le connaissiez. Il était trop orgueilleux pour demander de l'aide aux gendarmes. L'inspecteur Delacroix et son équipe passèrent au crible chaque détail de la ferme. Dans le grenier, ils trouvèrent effectivement les traces d'un campement improvisé. Paille tassée, restes de nourriture, quelques effets personnels abandonnés. Mais c'est la découverte du journal intime qui orienta définitivement l'enquête. Les écrits obsessionnels sur Victoria, les plans détaillés du massacre, tout désignait un homme de la région, quelqu'un qui connaissait intimement la famille et leurs habitudes. Nous cherchons un individu familier avec les lieux, résuma Delacroix lors de la réunion d'enquête. Probablement célibataire, obsédé par Victoria Gruber et suffisamment déséquilibré pour concevoir un plan aussi monstrueux. Rapidement, les soupçons se portèrent sur Lorenz Schlittenbauer. Plusieurs témoins confirmèrent son intérêt particulier pour Victoria, ses visites fréquentes à la ferme, sa connaissance parfaite des lieux et des habitudes familiales. Il venait souvent aider aux moissons, expliqua Marie Hoffmann, une voisine. Je l'avais vu plusieurs fois regarder Victoria d'une manière déplacée, et depuis qu'elle était veuve, il trouvait toujours des prétextes pour passer par là. Mais quand les gendarmes se rendirent à la ferme de Schlittenbauer, ils trouvèrent la propriété abandonnée. Ces animaux erraient librement, et la maison portait tous les signes d'un départ précipité. Dans la cuisine, un repas à demi préparé témoignait d'une fuite soudaine. Il a disparu le jour même du massacre,
conclut le brigadier Moreau après avoir interrogé les voisins. Plusieurs personnes l'ont vu partir vers la montagne avec un sac au dos, mais personne n'a jugé cela anormal sur le moment. L'enquête s'orienta alors vers les refuges alpins, les cabanes de bergers, tous les endroits où un fugitif pouvait se cacher dans l'immensité des montagnes savoyardes. Mais Lorenz Schlittenbauer semblait s'être volatilisé. Des battues furent organisées, impliquant gendarmes, chasseurs locaux et volontaires. Pendant des semaines, ils fouillèrent chaque anfractuosité, chaque grotte, chaque abri possible. Parfois, ils trouvaient des indices troublants, un feu de camp récent, des restes de nourriture, des traces de passage, mais jamais l'homme lui-même. C'est comme s'il connaissait la montagne mieux que nous tous, ragea Delacroix après une énième recherche infructueuse. Il nous glisse entre les doigts, comme une ombre. Au fil des mois, l'affaire Gruber devint l'obsession des enquêteurs. Delacroix, homme méticuleux et tenace, ne supportait pas l'idée qu'un massacre aussi atroce demeure impuni. Il refit 100 fois le parcours de l'enquête, interrogea à nouveau chaque témoin, explora toutes les pistes possibles. Une théorie alternative émergea cependant. Karl Weber, le cousin éloigné de Victoria, qui avait été éconduit des années auparavant, avait disparu de Munich à la même époque que le massacre. Certains témoins affirmaient de l'avoir aperçu dans la région quelques semaines avant les événements. Weber avait des motifs de vengeance, argumenta l'inspecteur adjoint Rousseau. Le rejet de Victoria l'avait profondément humilié. Et il connaissait aussi bien la ferme que Schlittenbauer. Mais là aussi, les recherches aboutirent à une impasse. Karl Weber semblait avoir disparu de la surface de la Terre, tout comme Schlittenbauer. L'été 1922 apporta de nouveaux développements troublants. Des bergers signalèrent avoir aperçu un homme hirsute rôdant dans les alpages les plus reculés, se nourrissant de racines et de baies sauvages. Mais quand les gendarmes arrivaient sur place, ils ne trouvaient que des traces évanescentes. Il vit comme un sauvage, rapporta Pierre Chaland, un guide de haute montagne qui prétendait avoir eu un contact visuel avec le fugitif. Je l'ai vu de loin, près du col de la Vanoise. Il avait l'air d'un fantôme, décharné, les cheveux longs, des vêtements en lambeaux. Cette apparition spectrale alimenta les légendes locales. Bientôt, les montagnards parlèrent du fantôme de la ferme Gruber, cet esprit vengeur, condamné à errer dans les montagnes pour expier son crime épouvantable. Mais au-delà des superstitions, l'enquête officielle piétinait. L'hiver 1922-1923 fut particulièrement rigoureux, et les recherches durent être suspendues. Au printemps suivant, quand les neiges fondirent, on découvrit bien quelques ossements dans les crevasses les plus profondes, mais l'identification était impossible. L'inspecteur Delacroix, épuisé par des mois d'investigations infructueuses, fut muté à Lyon, à sa demande. Son remplaçant, moins impliqué émotionnellement dans l'affaire, classa progressivement le dossier parmi les enquêtes en sommeil. En 1925, 3 ans après le massacre, un événement relança brièvement l'intérêt pour l'affaire. Un chasseur découvrit dans une grotte près du glacier de la Grande Motte un squelette humain accompagné d'effets personnels. Parmi eux, une alliance gravée au nom de Lorenz S. et une photo de Victoria Gruber. L'identification sembla enfin acquise. Lorenz Schlittenbauer était mort, probablement de froid et d'épuisement, dans sa fuite éperdue à travers les montagnes. Justice était rendue, même si elle venait de la nature plutôt que des tribunaux. Mais même cette découverte ne clôtura pas définitivement l'affaire, car d'autres détails troublants continuaient d'émerger. En 1928, lors de la démolition de l'ancienne ferme Gruber, devenue un lieu maudit que personne ne voulait habiter, les ouvriers découvrirent dans les fondations une cache secrète contenant de l'argent et des bijoux volés dans la région. Cette découverte suggérait que le massacre de la famille Gruber n'était peut-être qu'un épisode d'une série de crimes plus vastes, orchestrés par une bande organisée plutôt que par un seul homme déséquilibré. En 1935, un détenu de la prison de Grenoble affirma sur son lit de mort avoir participé au massacre avec 2 complices. Selon ses dires, ils avaient d'abord projeté un simple cambriolage, mais les choses avaient dégénéré quand Andreas Gruber les avait surpris.
Cette nouvelle version des faits fut étudiée par les autorités, mais les preuves manquaient pour rouvrir officiellement l'enquête. Le mystère de la ferme Gruber semblait condamné à demeurer à jamais insoluble. Aujourd'hui encore, près d'un siècle après les événements, l'affaire continue de fasciner criminologues, historiens et amateurs d'énigmes criminelles. Car au-delà de l'horreur du massacre lui-même, c'est l'impossibilité d'établir définitivement la vérité qui rend cette histoire si troublante. Qui était vraiment l'assassin de la famille Gruber? Lorenz Schlittenbauer, le voisin obsédé? Karl Weber, le cousin éconduit, ou une bande de malfaiteurs opportunistes? La réponse repose quelque part dans les montagnes silencieuses de Savoie, emportées par le vent et la neige éternelle. L'ancienne ferme Gruber n'existe plus. À sa place s'étend aujourd'hui une clairière paisible où poussent des sapins centenaires. Parfois, les randonneurs qui passent par là ressentent un malaise inexplicable, comme si les échos du drame résonnaient encore dans ces lieux témoins d'une des affaires criminelles les plus mystérieuses de France. Car certains secrets sont trop lourds pour être emportés par le temps. Et l'esprit de la famille Gruber, Andreas l'orgueilleux, Cécilia la dévouée, Victoria la mélancolique, les petits innocents Cécilia et Joseph et Marie la courageuse domestique, semblent encore hanter ces montagnes, réclamant une justice qui ne viendra peut-être jamais. L'enquête officielle fut définitivement close en 1950, classée dans les archives départementales sous la mention « Crime non élucidé ». Mais pour les habitants de la région, le mystère de la ferme Gruber demeure vivace, transmis de génération en génération comme un avertissement sur les dangers de l'isolement et de la méfiance. Car si Andreas Gruber avait accepté de demander de l'aide, si sa fierté ne l'avait pas aveuglé, peut-être que cette tragédie aurait pu être évitée. Mais il était trop tard pour les regrets. Le mal était fait, irrémédiable, gravé à jamais dans la mémoire collective de la Savoie. Et quelque part, dans l'immensité des Alpes, l'âme torturée de l'assassin erre peut-être encore, condamnée à revivre éternellement cette nuit du 31 mars 1922, où l'amour obsessionnel se transforma en haine meurtrière, anéantissant une famille entière dans un accès de folie sanguinaire. Qu'avez-vous pensé de l'histoire ? Laissez votre commentaire ci-dessous et partagez vos réflexions sur ce cas terrifiant. Envie d'autres histoires d'horreur mêlant histoire et mystère. Abonnez-vous, activez la cloche de notification et partagez avec ceux qui aiment le côté obscur de l'humanité. À bientôt pour le prochain cauchemar. Pour le prochain. Le massacre de la ferme Gruber reste à ce jour l'une des affaires criminelles les plus troublantes de l'histoire française. Malgré les décennies d'investigation et les multiples théories avancées, la vérité complète sur les événements de cette nuit sanglante de mars 1922 demeure enfouie dans le silence éternel des Alpes savoyardes. Cette histoire vraie nous rappelle que derrière chaque fait divers se cachent des drames humains d'une profondeur insondable, et que parfois, la réalité dépasse de loin les plus noires fictions imaginées par l'esprit humain.